Et bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire qui est organisé par French Morning avec KPMG, avec Valérie Boissou que vous voyez là et Georges Gans. Merci à tous les deux d'être là. Ils vont se présenter dans quelques secondes. On va parler aujourd'hui de l'impact de la politique de Joe Biden, de l'arrivée de Joe Biden au pouvoir. On en est au 83e jour, je crois, sur la fiscalité et précisément sur la fiscalité des entreprises. Évidemment, ce qui se passe depuis ces moins de 100 jours maintenant est très important dans la politique américaine. On a vu cet énorme package le stimulus package, comme on dit en anglais, le plan de relance de Joe Biden, qui est des proportions jamais vues. En tout cas depuis très longtemps aux États-Unis, qui a surpris beaucoup par la rapidité avec laquelle il a été adopté. Alors, on verra que ça n'a pas forcément énormément d'impact d'un point de vue fiscal. En revanche, il y a, j'allais dire, la deuxième tranche, l'autre plan de relance, qu'on appelle celui des infrastructures, qui, lui, pourra avoir des conséquences considérables. C'est notamment ce que Georges et Valérie vont adopter avec nous. On parlera de tout ça, on parlera aussi des conséquences des autres mesures de ces 100 premiers jours extrêmement actifs de la part du président Joe Biden, à la surprise de beaucoup. Il y a encore un éditorial, vous pouvez lire ce matin, par exemple, dans le New York Times, de Krugman, qui explique, qui est très admiratif de Biden et qui explique pourquoi Biden réussit là où d'autres avant lui, y compris Obama, avaient eu plus de difficultés. Donc, des sujets très intéressants. Évidemment, comme d'habitude, l'idée, c'est que vous puissiez poser des questions, interagir. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez soit lever la main. Il y a un petit bouton en bas de l'écran si vous êtes sur Zoom pour faire cela. Vous pouvez aussi poser des questions ou laisser des commentaires dans le chat sur Zoom. Si vous nous suivez sur Facebook, eh bien, vous pouvez là aussi laisser des commentaires sur Facebook ou nous rejoindre sur Zoom. Vous avez l'embarras du choix comme d'habitude. Merci encore à tous d'être là et merci surtout à Valérie et à Georges de prendre ce temps et cette heure pour discuter avec nous et nous donner à la fois vos conseils et puis les perspectives, parce que c'est beaucoup de cela dont il va s'agir. On est un peu encore dans l'incertitude, puisque ces plans, pour en tout cas la partie infrastructure, sont loin d'être adoptés. Donc, il y a un peu une partie à essayer de lire dans le marc de café. On verra à la fin de cette heure. On aura appris beaucoup de choses. Valérie, je vous laisse un peu présenter la séquence. Merci Emmanuel et bonjour à tous. Ravi de collaborer une nouvelle fois avec French Morning. Donc, vous nous retrouvez avec Georges et moi-même. On est déjà intervenus sur ce créneau. Nous sommes associés chez KPMG. Pour ma part, je suis en charge de ce qu'on appelle le France-US Corridor. Donc, c'est notre French Desk aux États-Unis. On a 250 personnes qui sont francophones et réparties sur tous les métiers de KPMG et qui nous aident donc à servir les entreprises françaises installées aux États-Unis pour faire du business. Georges, si tu veux dire un mot. Oui, bien sûr, merci. Et bonjour à tous. Rebonjour, ça fait un an à peu près depuis notre dernier webinaire sur la fiscalité. Toujours un plaisir de joindre French Morning. Georges Gans, je suis associé fiscaliste d'entreprise chez KPMG. Ça fait au-delà d'une dizaine d'années que je travaille régulièrement avec les sociétés françaises qui sont implantées ici aux US en tout sujet fiscal, notamment les fiscalités d'entreprise. Donc, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Et l'avantage particulier de Georges aujourd'hui, c'est d'être le plus américain de nous deux et ça va nous aider à décrypter ce jeu politique qui est vraiment la base de la conversation aujourd'hui. Donc, on va parler, comme Emmanuel a introduit, du plan fiscal de Biden, des propositions qui sont sur la table. Et on va essayer également de vous donner quelques clés de compréhension de ce jeu d'échiquier qui doit intervenir dans les mois qui viennent pour savoir si ces propositions vont passer et donc un peu, beaucoup ou pas du tout. Donc voilà le programme de la journée. Donc on va revenir sur les 100 premiers jours, qu'est-ce qui a été accompli, qu'est-ce qui reste à accomplir. On va rentrer dans les propositions fiscales. À la fois, on va parler un petit peu des particuliers, mais on va surtout parler des entreprises.
Et puis, on terminera donc sur la partie que j'appelle c'est la partie House of Cards. Donc, on va comprendre un petit peu ces règles de jeu politique, de majorité, de supermajorité, et comment tout ça pourrait se déboucler sur les mois qui viennent. Alors, je passe directement sur la partie des 100 premiers jours. Si vous suivez la presse, vous avez vu qu'effectivement, beaucoup de choses déjà ont été accomplies, beaucoup d'executive orders, beaucoup de nominations. Et en particulier, il y a une nomination qu'on voulait discuter aujourd'hui, c'est celle de Janet Yellen. Alors moi, je considère que c'est un peu le ministre des Finances des États-Unis. Donc elle est trésorière, secrétaire du Trésor. C'est un rôle très important, n'est-ce pas, Georges, dans l'état-major fédéral. Et c'est finalement elle qui a la main sur la politique fiscale pour les 4 ans à venir. Et c'est un profil qui est très différent de son prédécesseur, donc qui annonce d'ores et déjà une tonalité de mesures assez différentes. Georges, toi qui as vu la succession des profils à ce poste, qu'est-ce que tu peux nous dire de Janet Yellen? Tout d'abord, Janet Yellen, elle est quelqu'un de très, très impressionnante, une femme qui a vraiment accompli beaucoup dans sa carrière. C'est la première femme qui a été nominée à ce poste de secrétaire de la Trésorerie. C'est aussi la première femme qui était présidente de la Réserve fédérale entre 2014 et 2018. Et donc, elle a eu des postes très, très importants dans les ministres précédents. Elle a passé sa confirmation d'un vote assez impressionnant de 84 à 15. Donc quand on parle d'une politique très divisée aux US, avoir un vote aussi résonnant à sa faveur veut dire qu'elle est très respectée par les deux côtés de la politique américaine. Surtout, la grande différence est le fait qu'elle est très libérale dans ses pensées gouvernementaire et fiscale. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pendant sa carrière, elle parle toujours du fait que le gouvernement doit intervenir d'une manière importante dans la fiscalité, dans la régulation, ce qui est très différent, bien sûr, du gouvernement Trump et du secrétaire Mnuchin. Les républicains, en général, sont beaucoup moins hands-on et donc ils croient au marché. Et Janet Yellen est l'inverse. Et donc, sa carrière, en fait, elle a montré plusieurs fois qu'elle croit en intervention gouvernementale. Aussi important de dire qu'elle était membre de l'OECD et donc elle a une vision globale en ce qui concerne la fiscalité. Et c'est un sujet qui est très délicat maintenant et très important. Le gouvernement de Trump n'était pas nécessairement le plus grand collaborateur avec l'OECD. Et donc, ces jours-ci, quand l'OECD pense à imposer un taxe minimum, global min tax, Janet Yellen est quelqu'un qui va collaborer beaucoup plus avec l'OECD que son prédécesseur. Et on va discuter ça un peu plus dans les slides qui suivent, ce que ça veut dire au niveau fiscalité américaine. Donc, je crois qu'on va voir beaucoup plus d'intervention gouvernementale, on va voir plus de collaboration avec le monde fiscal en dehors des US. Alors, les 100 premiers jours, c'est également, comme Emmanuel l'introduisait, deux packages de support à l'économie donc l'un a été voté, l'autre est en cours de discussion. Donc, vous avez entendu probablement parler du Rescue Package et du Recover Package. Le Rescue, c'est la continuité des deux plans, des deux stimulus qui ont eu lieu en 2020. Donc là encore, on injecte des fonds dans l'économie avec des paiements directs pour les particuliers, les SBA loans. Donc, c'est vraiment une rallonge sur les mesures qui ont été mises en place en 2020. Quelques mesures fiscales quand même dans ce package, Georges? Oui, on a eu, c'est des mesures très discrètes, hein, donc c'est plutôt des corrections ou des mesures qui voulaient passer, mais ce n'est pas des mesures importantes. Donc, le focus vraiment pour le package, ce que j'appelle le paquet sauvetage, Rescue, c'était vraiment le 1,9 trillion de dollars qui a été encore injecté dans l'économie pour continuer à aider avec le Covid.
une mesure qui est une mesure fiscale de sauvetage, c'est le fameux retention credit, le crédit de rétention qu'on a discuté l'année dernière sur ce même webinaire. Donc, il a été rallongé jusqu'à la fin de 2021. Donc, encore des opportunités pour les entreprises pour prendre leur morceau de ce 1,9 de trillion sous cette mesure de sauvetage. Mais vraiment pas Georges, vous trop. pouvez juste décrire en 2 mots ce que c'est exactement pour ceux qui ont oublié ce qu'on a dit l'année dernière? Oui, donc on a discuté ça, c'était une des mesures les plus populaires de l'acte de CARES Act qui est sorti en aide du Covid. C'est en fait une mesure qui donne un crédit jusqu'à, en 2020, c'était 5 000 $ par employé. En 2021, c'est augmenté à 7 000 $ par employé par trimestre, donc plus que quadruplé. Et cette mesure, en fait, c'est pour payer les charges sociales des employés qui appartiennent à certains groupes d'employés qui ont été impactés par les clôtures du Covid pour les entreprises. Donc, pas rentrer dans des énormes détails, mais c'est surtout, c'est certainement un bénéfice qui est là pour les sociétés et qui a augmenté significativement par le Rescue Package. Et on a accompagné d'ailleurs beaucoup d'entreprises françaises aux États-Unis pour obtenir ce type de crédit. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est vraiment un domaine que je vous encourage à étudier parce que c'est quand même très avantageux. Donc, ça, c'est pour le plan Rescue. Le plan Recover, donc celui-ci, c'est le plan d'infrastructure, donc il est également énorme. Hein. On parle de trillion. Alors, on a essayé de traduire ça, c'est des milliers de milliards, hein, des notions qu'on n'imagine pas en France ou même en Europe. Donc ça, c'est le plan qui va injecter des fonds dans l'économie pour développer de nouvelles infrastructures, des infrastructures qui sont plutôt à caractère social, mais aussi à caractère environnemental. Donc, l'éducation, le câble, l'eau, la santé, le transport. Et c'est le package dans lequel il faut qu'il y ait quand même un élément fiscal pour quelques recettes pour compenser ces dépenses. Donc, c'est le plan, hein, si je comprends bien, Georges, où on s'attend à ce qu'il y ait un package fiscal inclus dans la réforme. Oui, donc quand on décale maintenant à la remise après le sauvetage, cette remise vient en 2 parties en fait. Donc la première remise, c'est ce qu'on appelle the American Jobs Plan. Et cette remise a été annoncée le 29 mars par le président Biden avec des détails, pas encore suffisants d'ailleurs, mais on va en discuter quand même. Et cette remise, en fait, c'est l'infrastructure, ce qu'on appelle hard infrastructure, l'infrastructure qui inclut les transports, la construction, les services publics. Donc, tout ce qui est vraiment infrastructure non sociale, la vraie infrastructure. Et cette infrastructure va être payée, comme tu dis, 2,3 trillions de dollars, va être payée en partie par une augmentation des taux fiscaux sur les entreprises et autres changements de règles sur les entreprises. Maintenant, la deuxième partie qu'on ne va pas discuter aujourd'hui parce qu'on n'a pas encore les détails, c'est ce qu'on appelle the American Family Plan. Et the American Family Plan, c'est ce que Biden appelle l'infrastructure sociale, donc des programmes pour aider les groupes désavantagés, les minorités. Et donc, ces détails ne sont pas encore sortis. Ça va aussi coûter cher. Et ça va être payé par ce que Biden appelle un taxe sur les riches. Donc, on va en discuter un peu. Mais son plan, c'est d'augmenter les taux d'impôt sur les particuliers, les individus qui gagnent au-delà de 400 000 $ et d'autres changements du code pour les riches. Donc, encore, on attend les détails sur le American Family Plan. On ne va pas en discuter trop aujourd'hui, mais ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est en fait comment est-ce qu'on va payer pour l'infrastructure par les changements fiscaux sur les entreprises. Alors, ça nous amène effectivement à ces mesures fiscales. Alors, à ce jour,
On travaille en partie par rapport aux annonces qui avaient été faites dans le cadre de la campagne. Et puis pour les entreprises, ce que tu évoquais, donc Biden a commencé à dévoiler ce qu'il a en tête et aller un peu au-delà des annonces de la campagne. Mais si on commence par exemple par les propositions pour les particuliers, donc tu évoquais l'augmentation du taux d'impôt pour les individus qui gagnent plus de 400 000 $. Ça, c'est des propositions qui étaient déjà connues dans le cadre de la campagne. Donc, tu peux peut-être commenter rapidement quand même ce à quoi on peut s'attendre pour les particuliers. Oui, donc comme tu dis Valérie, là ce qu'on a là sur l'écran, c'est en fait ce qui était connu depuis plusieurs mois pendant la campagne de Biden. Donc c'est cette idée que pour lui, si tu gagnes au-delà de 400 000 $ par an, tu es considéré riche et tu dois payer plus d'impôts. Donc plus d'impôts sur les revenus, ça, on retourne à un taux qui était déjà là, de 39,6, ça c'était avant la réforme. On parle de crédit pour les familles jeunes qui achètent leur première maison. On parle des crédits pour les gens avec moins de revenus qui sont des locataires. Et on parle de tout ce qui est, en fait, qui peut limiter les déductions pour les riches et augmenter les taux. Le deuxième saut de sujet qu'il veut aborder, c'est la taxation sur tout ce qui est de revenus sur investissement. Donc aujourd'hui, ce qu'on appelle le capital gains tax, il est limité pour les riches à 25%. Il veut éliminer ce bénéfice et augmenter ça au taux régulier de presque 40%. Ça c'est un changement énorme, surtout pour les investisseurs et pour les gens qui en fait ont supporté sa campagne. Donc ça va être intéressant à voir comment il va naviguer ça. Et finalement, un autre taxe qui a reçu beaucoup de presse ces dernières années, c'est ce qu'on appelle the estate tax, le taxe sur les morts. En fait, une fois qu'une personne meurt, les successions. Le droit de succession, voilà, exactement. Et donc, les républicains sont très contre ce taxe et il a été réduit, l'impact a été réduit assez significativement pendant les administrations de Bush et ensuite de Trump. Et donc, c'est un autre sujet qu'il veut aborder. C'est très facile pour lui de dire on va attaquer les gens qui ont ce qu'on appelle les riches, les high income earners. C'est tout ce qu'on a pour l'instant comme détail, mais ça donne quand même l'idée à ce qu'il veut faire. Alors, on peut regarder maintenant ce qui va se passer pour les entreprises. Donc là c'est les mesures dont tu parlais que l'administration Biden a présentées en courant du mois de mars. Alors là aussi, on voit une augmentation du taux d'impôt, mais finalement une augmentation du taux d'impôt qui, pour l'instant, ne remet pas au niveau où on était avant la réforme de 2017, la réforme de Trump. Oui, alors, on va discuter plusieurs sujets ici et je vais vraiment faire attention de focus va être, à mon avis, ce qui est le plus d'impact pour les sociétés étrangères, les sociétés françaises qui ont des filiales aux US. Parce qu'il y a certains changements qui vont avoir un grand impact sur les sociétés américaines qui ont des filiales à l'étranger, moins sur les sociétés françaises. Donc, le premier changement, comme tu dis, c'est le changement du taux. Donc, pour vous rappeler, on a commencé un taux de 35% avant 2018. La réforme Trump a réduit le taux de 35 à 21 et maintenant, Biden veut proposer de ramener ce taux à 28%. Déjà, on entend, et on va en discuter plus au fur et à mesure du webinaire, on entend qu'il y a plusieurs démocrates qui sont contre le taux de 28, qui préféraient voir un taux de 25. Donc, on n'est pas sûr où ça va tomber, mais ce qu'on sait certainement, c'est que le taux va augmenter au moins jusqu'à 25, possiblement jusqu'à 28%. Ce qui est une augmentation assez importante, même si on ne revient pas à 35. Au niveau global, au niveau des sujets qui impactent plutôt les sociétés mères aux US, les groupes américains, c'est cette idée d'avoir un taux minimum sur les revenus financiers, non fiscaux, les revenus comptables, de 15% pour les sociétés qui ont au-delà de 100
100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Pas un impact énorme sur les sociétés étrangères françaises. Par contre, quand on rentre dans la réforme internationale, et c'est là où on va passer un peu de temps, surtout en ce qu'on appelle anti-aversion rules. Donc, d'abord, pour commencer, pour vous rappeler, la réforme de Trump a imposé un taxe qu'on appelle le GILTI. Et le GILTI tax était un taux, effectivement, un taux minimum de 13, grosso modo 13% sur les revenus qui ont été revenus en dehors des US. Biden propose de remonter ce taux à 21% sans rabais du tout, parce qu'il y a eu certains rabais dans la réforme de Trump. Ça, encore, si un groupe français a une filiale américaine qui elle-même retient des groupes étrangers, oui, il y aura un impact et il faudra faire attention et suivre cette règle. Par contre, si on part d'une filiale américaine d'un groupe français sans des filiales étrangères en dessous, ce changement n'aura pas d'impact du tout. Le deuxième point, c'est enlever cette règle très favorisante d'ailleurs, qui s'appelle FDII, Foreign Derived Intangible Income. C'est une règle qui donne un taux favorable aux revenus qui sont importés aux US, donc des redevances ou des ventes de bons en dehors des US. Aujourd'hui, peuvent être taxés à un taux de 66% du taux statutaire. Donc, au lieu de 21%, payer à peu près 13% sur ces chiffres d'affaires. Biden propose à enlever ce bénéfice, ce qui peut être un impact important sur les sociétés étrangères aussi, puisque pendant la réforme de Trump, on discutait avec beaucoup de sociétés qui auparavant voulaient sortir leurs actifs, les intangibles, les actifs de propriété intellectuelle, en dehors des US à cause du taux de 35%. Quand le taux est redescendu à 21%, et non seulement ça, mais en plus, on a eu ce bénéfice qui peut réduire le taux à 13%, on discutait avec des clients, tiens, est-ce que ça vaut la peine de garder les incorporels ici aux US et d'avoir des redevances qui rentrent? Maintenant, si ce bénéfice est éliminé et le taux retourne à 28%, ça change encore la vision. Qu'est-ce qu'on fait avec les actifs incorporels aux US? Est-ce qu'on les sort? Est-ce qu'on les garde? Le troisième point est le point le plus important pour ceux qui sont en ligne, qui se souviennent du fameux BEAT tax, Base Erosion Anti-Abuse Tax. C'est un système en fait qui impose un taxe supplémentaire sur les sociétés qui ont des paiements qui sortent des US, des paiements interco vers l'Europe ou en dehors des US qui réduisent la base américaine. Ce système, d'après Biden et d'après son gouvernement, n'est pas effectif et n'arrête pas quand même ce qu'on appelle les inversions, les inversions et sortir en fait, enlever la base taxable des US. Et donc, ce que Biden propose à faire, c'est enlever cette règle de BEAT et au lieu de ça, remplacer ça avec quelque chose qu'il appelle SHIELD. SHIELD, c'est un acronyme pour Stop Harmful Inversions and Ending Low Tax Developments. Ça, c'est très long. En français, disons. En fait, tout ce que ça veut dire, c'est un autre nom catchy pour dire on va arrêter d'éroder la base américaine. Comment il veut faire ça? Et là, là où je pense, c'est des bonnes nouvelles pour nos clients français parce que sa proposition, encore, on attend pour voir plus de détails, mais l'idée là, c'est au lieu d'avoir un système séparé comme le BEAT, c'est en fait de dire des paiements qui sortent des US vers des pays où le taux effectif est moins que le taux effectif américain, ces déductions seront éliminées. Alors que quand on parle des sociétés qui ont beaucoup de paiements qui sortent vers la France, le taux effectif français est en fait plus haut que le taux américain. Donc, je pense que pour beaucoup de mes clients français, en fait, si ce shield passe comme je le comprends, ça va en fait bénéficier ces sociétés qui pouvaient être sujets du BEAT, qui vont maintenant potentiellement ne plus avoir de pénalité sur les paiements qui sortent vers la France. Donc ça, c'est vraiment très important pour les sociétés qui sont filiales
de maison mère française parce que ça peut changer significativement la façon dont tu penses à comment gérer les paiements qui sortent des US vers la France. Les autres changements sont moins importants. Bien sûr, tout ce qui est le secteur financier, c'est l'ennemi numéro un de la partie démocrate. Donc, ils veulent augmenter les impôts sur le secteur financier. Ils veulent potentiellement imposer des charges sur des transactions financières. Donc, ça, c'est d'autres idées. Encore, on attend les détails, mais c'est possible qu'on voit plus de charges et plus d'impôts qui sont ciblés au secteur financier. Donc c'est intéressant parce que finalement, on avait entendu que peut-être la nouvelle administration annulerait intégralement la réforme fiscale de l'administration Trump. La réalité n'est pas si simple. Donc, tu nous as parlé de Guilty, de Fidi, de Beat. On sent quand même que ces éléments-là restent avec peut-être des améliorations ou des corrections. Mais parce que les philosophies de ces lois restent quand même assez similaires, créer des emplois aux États-Unis, ramener de l'investissement aux États-Unis. Donc, les objectifs ne changent pas. C'est peut-être simplement la façon d'y arriver qui change. Non, tu as raison. Et en fait, c'est vrai que pendant la campagne, il parlait beaucoup d'éliminer la réforme Trump, éliminer. Et c'est vrai que ce qu'il propose, c'est de changer des choses, mais en fin de compte, ça ne va pas l'éliminer, ça va simplement changer quelques portions de sa réforme. Mais l'idée de guilty, c'est une idée qui a été imposée par Trump. Il ne propose pas d'éliminer le guilty. Au contraire, il propose de le rendre encore plus difficile pour les sociétés américaines. Mais ce n'est pas comme s'il proposait de complètement changer le code international. C'est de le faire plus, de pénaliser plus les grosses sociétés américaines qui ont un taux effectif très bas. Alors, donc ça, c'est les propositions de l'administration Biden, mais en fait, il faut bien comprendre que tu l'as déjà un peu évoqué. En fait, c'est le jeu des compromis. Il y a un autre acteur influent dans la façon dont la loi va se former. C'est le président du comité finances du Sénat. Donc, ce sénateur s'appelle Wyden. Il a déjà embarqué un petit nombre de sénateurs, il est démocrate, il a déjà embarqué un certain nombre de sénateurs démocrates pour dévoiler lui aussi une sorte de contre-proposition avec des mesures pour les taxes internationales. Donc là aussi, il semble y avoir quand même des similitudes avec ce qu'a proposé Biden, mais il y a des petites variations. Mais on peut se dire que peut-être le compromis va se trouver quelque part entre ce que Biden propose et ce que ce sénateur propose. Oui, donc Ron Wyden est devenu, comme tu dis, le président de la comité de finances du Sénat. Si on réfléchit en fait, the big three, les trois les plus importants d'influencer cette réforme fiscale va être le président, Janet Yellen et Ron Wyden. Et c'était la même chose pendant la réforme de Trump. On avait le président Trump, on avait le secrétaire Mnuchin et on avait le président de la comité de finances. Donc, c'est ces trois personnes-là qui vont aider à former cette réforme. C'est vrai que ce que propose Wyden, ce n'est pas terriblement différent. Je pense que Wyden, lui, il est plutôt du côté 25% et pas 28%. Je pense que lui, il veut garder plus de la réforme de Trump, mais le modifier au lieu de l'éliminer et de le remplacer avec quelque chose d'autre. Donc, on voit que le BEAT, il veut le garder, mais il veut la modifier, peut-être modifier d'une façon où on a plus de sociétés qui rentrent dans le champ du BEAT, parce qu'aujourd'hui, les sociétés qui ont des revenus de moins de 500 millions de dollars ne rentrent pas dans ce champ, et donc peut-être réduire cette limite pour avoir plus de sociétés qui rentrent dans le champ. Et même chose avec le FDII, garder ce bénéfice, mais le modifier pour peut-être réduire le bénéfice, que ce ne soit pas trop différent du taux effectif. Donc, la raison pour laquelle je voulais parler de la proposition de Wyden, c'est pour dire que, et on va rentrer dans ce sujet dans quelques slides, le fait que Biden a cette proposition, c'est seulement le début. Les démocrates ont
majorité qui est fine comme un rasoir. Et donc, il va falloir que chaque sénateur démocrate soit confortable avec sa réforme, avec les lois qui sont proposées. Et chaque sénateur démocrate a en fait beaucoup plus de pouvoir que simplement un vote. Et on verra pourquoi dans quelques minutes. Et donc, c'est important de voir quelles sont les différentes propositions et où ça peut mener dans les discussions. Parce que une chose que je suis assez certain, c'est que ce que Biden propose aujourd'hui ne va pas devenir la loi demain. On aura au moins 15 autres propositions entre ici et le vote final qui va peut-être se passer cet été, peut-être pendant l'automne, mais on est loin d'avoir une loi finale. Alors, pour finir sur ce thème, je voulais montrer en fait les grands équilibres financiers. Donc, il y a déjà des calculs qui ont été faits des recettes que pourraient amener ces propositions fiscales. Alors, la proposition pour les particuliers sur ce slide et puis le slide suivant, là, je vous montrerai les recettes qui sont envisagées par les propositions pour les entreprises. Donc, c'est des projections qui sont faites sur 10 ans. Donc, rappelez-vous, la somme en fait, du Rescue et du Recover Phase 1, c'est 4 000 milliards de dollars qui sont à financer. Donc, on en est loin, en fait, hein, quand on regarde les recettes que rapporterait ce plan. Donc, on est loin du compte. Et si on regarde le deuxième, donc le bilan des recettes pour la partie entreprise, on est plutôt sur 1 quelque chose, donc 1000 milliards de dollars. Bon, bref, on est très en dessous du compte. Ce qui veut dire que ça reste quand même des plans qui vont devoir être financés par du déficit. Et ça nous amène bien sûr à tout cet enjeu des discussions politiques, puisqu'à partir du moment où les propositions ne sont pas intégralement financées intrinsèquement dans la loi, c'est plus difficile de faire passer ces lois et la dynamique des votes et du processus législatif devient évidemment plus importante. Alors, on voulait terminer donc par une petite perspective de ce jeu d'échiquier de politique. C'est assez intéressant de comprendre comment les lois se forment aux États-Unis. Avec donc petit retour en arrière sur les élections pour peut-être rafraîchir la mémoire de tout le monde. Donc aujourd'hui, on a 2 chambres aux États-Unis, la Chambre des représentants sur laquelle les démocrates ont une majorité, mais comme tu le disais, Georges, c'est une majorité quand même très fine. Ils sont à 218 et pour 212 pour les républicains. Donc les plus 15 là qu'on voit sur le slide, c'est pour montrer que lors des dernières élections, en fait, les républicains ont gagné 15 sièges par rapport avant les élections. Mais les démocrates sont majoritaires, mais c'est court. Donc, il ne faut pas se rater quand les lois se présentent pour vote à la Chambre. Et au Sénat, donc ça, on en a beaucoup entendu parler aux États-Unis lors des élections et en particulier par le deuxième tour d'élection en Georgia, qui sont finalement résultés à 50-50. Donc, on est aujourd'hui à 50-50 au Sénat avec la voix de la vice-présidente Kamala Harris, qui est donc le tiebreaker et qui peut faire qu'on passe à un 51 versus 50 au Sénat. Mais ça suppose qu'évidemment, tous les démocrates votent démocrates, tous les républicains votent républicains. Alors, peut-être, Georges, tu peux nous expliquer pourquoi finalement, en quoi ça joue, comment les lois se forment aux États-Unis, parce que on a dit l'administration Biden fait des propositions, mais finalement, quel est le rôle de chaque chambre dans l'élaboration des lois? Oui, donc les lois aux US, ça se forme très différemment des lois en Europe qui je trouve que ça confuse beaucoup de mes clients européens qui ne comprennent pas pourquoi on a 15 propositions différentes de lois fiscales et pourquoi on doit attendre que le président signe les lois. Donc, la loi commence toujours dans la Chambre de représentants, dans le House of Representatives. C'est eux qui écrivent la loi. Ça part par leur Chambre de finances.
Et dès que c'est voté et passé, la loi monte au Sénat. Le Sénat, comme tu disais bien, Valérie, est vraiment split down the middle. Donc, c'est vraiment 50-50. Et le Sénat doit réviser la loi. Ils peuvent regarder ce qui s'est passé dans la Chambre de représentants, rédiger la loi, réviser, ajouter, enlever, et ensuite renvoyer la loi vers la Chambre. Ils peuvent voter, ensuite la renvoyer vers la Chambre, et si la Chambre de représentants la passe, ensuite les deux chambres doivent le passer, le Sénat et la Chambre, pour que le président la signe. Maintenant, quand on parle de la majorité nécessaire pour passer une loi, c'est là où ça devient intéressant, et je pense qu'on va discuter ça dans les slides qui suivent. Mais le fait que la majorité est tellement fine dans les deux chambres du Congrès rend les choses plus difficiles pour les démocrates de passer cette réforme, plus difficile en fait qu'elle n'était pour les républicains il y a 4 ans avec la réforme Trump, même si tout le monde aujourd'hui, nous inclus d'ailleurs, pense que la réforme de Biden ou la loi de Biden va passer. C'est intéressant de voir le sentiment public que même avec une majorité de 50,1%, les démocrates vont avoir du succès à passer leur agenda, alors que quand les républicains avaient un avantage de 52 sénateurs, le public était beaucoup moins certain que la réforme Trump allait passer. Donc, c'est intéressant à voir. C'est vrai qu'on est aussi peut-être influencé par le fait que ce premier élément du package, le plan Rescue, est passé très, très vite. Donc, ça peut aussi laisser penser que l'administration Biden est assez finalement c'est naviguer sous ces méandres politiques, mais tu as raison, c'est vrai que les chiffres de majorité sont moins favorables qu'ils ne l'étaient pour l'administration Trump à la même époque. Mais alors, si on regarde l'histoire, on se rend compte quand même que c'est vraiment important que quasiment toutes les grandes mesures, les grandes réformes fiscales aux États-Unis ont été passées dans la première année du mandat présidentiel. C'est quand même assez éloquent. Oui, et il y a une grande exception, c'est la grande réforme de 1986 qui a été passée par Reagan dans ce deuxième terme. Et en fait, la réforme de Trump était la plus grande réforme depuis cette réforme de 1986. Mais à part ça, vraiment, c'est vrai que tous les grands actes fiscaux, les grandes réformes sont passés la première année. Et pourquoi? Et on va discuter ça dans le slide qui suit. C'est à cause du fait que si on pense au système électoral américain, tous les 2 ans, on a une élection importante. On appelle ça des midterm elections. C'est l'élection entre les élections présidentielles. La Chambre de représentants, tous les 2 ans, doit être revotée. Donc ça, c'est une élection qui se passe tous les 2 ans. Les sénateurs, ils ont un terme de 6 ans, mais ils ne sont pas tous en même temps. Donc, tous les 2 ans, il y a quelques sénateurs qui doivent être revotés ou réélectés. Si on regarde aux sièges qui ont été perdus par la partie en pouvoir 2 ans après que le président a gagné, 60% du temps, le Sénat a perdu des sièges. Donc, si tu regardes Obama, après son deuxième terme, 2 ans après son deuxième terme, les démocrates ont perdu 9 sièges dans le Sénat. Ça, c'est énorme. Même chose pour la Chambre des représentants. Là, 80% du temps, quand un président gagne la Maison-Blanche, 2 ans après, sa partie perd des sièges dans la Chambre des représentants. Et là, on a vu que la majorité démocrate, c'est à peine 6 sièges. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de passer la loi maintenant? C'est parce que cette majorité que le démocrate retient dans la Chambre et dans le Sénat peut disparaître dans 2 ans très facilement. Donc, la deuxième question, c'est OK, on a 2 ans. Pourquoi la première année? Parce que la deuxième année, surtout les représentants dans la Chambre des représentants, mais les sénateurs aussi, ils font la campagne pour être réélus et donc ils n'aiment pas passer les grandes lois, surtout les lois qui augmentent les impôts pendant la campagne parce qu'ils vont être attaqués par
comment dirais-je, les ennemis les républicains qui vont dire, ah, regardez, ils ont augmenté vos impôts. Et donc, pour passer des grandes lois, surtout des lois où on augmente les taux fiscaux, c'est mieux de le faire la première année quand le président et les deux chambres sont au pouvoir. Donc c'est pour ça 2021 ou rien. Voilà, c'est une urgence. Je ne dis pas ou rien, c'est possible que ça passe en 22, mais les chances, à mon avis, les chances tombent assez rapidement. Et c'était la même chose avec la réforme de Trump. Si tu te souviens, en 2017, rien ne s'est passé pendant 9 mois et tout d'un coup, en octobre, tout le monde était il y avait la course folle pour finir la réforme de Trump dans 2 mois pour que ça passe avant 2018. C'est exactement pour cette raison. Donc, je pense qu'on peut voir la même chose qui se passe cette année. Alors, ça nous amène au vote en particulier. Il y a deux termes qu'on entend beaucoup dans la presse en ce moment, c'est le filibuster rule et le budget reconciliation. Alors, j'ai moi-même appris en préparant ce séminaire. Donc, filibuster rule, c'est la supermajorité. Le budget reconciliation, c'est un autre mode législatif finalement où une majorité simple peut suffire. Si je résume, Georges, c'est à peu près ça. Oui, c'est vrai. Donc en fait, aujourd'hui, on a deux choses à discuter. D'abord, comme tu dis, le filibuster rule. Le filibuster rule dit qu'avec une supermajorité de 60 votes, une loi peut passer. Comme tout le monde a vu, recevoir 60 votes dans le Sénat, aujourd'hui, c'est impossible parce qu'il y a 50 républicains et je suis assez certain qu'il n'y a pas un seul républicain qui votera oui sur une augmentation de taux. Ça, c'est simplement, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est très, très peu probable. Donc, la première question que les démocrates essayent de résoudre, c'est est-ce qu'on veut essayer de changer le filibuster rules? Ça n'a rien à voir avec la réforme fiscale. En général, est-ce qu'on veut réformer la règle du Sénat ou on veut changer que pour toute règle, on a simplement besoin d'une simple majorité de 51? Chaque parti se demande cette question dans la même situation. Les républicains se demandaient la même question quand eux, ils étaient au pouvoir avec 52 sièges et 53 après ça. Mais je pense que les deux partis comprennent bien que le fait qu'ils sont au pouvoir aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'ils seront au pouvoir demain. Et changer les règles filibuster, c'est un changement important qui veut dire qu'on peut faire énormément de changements législatifs chaque fois qu'une partie est au pouvoir dans le Sénat. Et ils ont la Maison-Blanche et le Sénat. Ça devient très dangereux de jouer ces jeux politiques et c'est pour cette raison que déjà il y a 2 sénateurs démocrates qui ont dit non, on serait contre le changement de la règle de filibuster, la règle qui demande d'avoir 60 votes pour changer la loi. Donc il va falloir trouver une autre solution. Exactement. Donc à mon avis, on ne verra pas ce changement. Ce n'est pas impossible, mais c'est très peu probable. Donc maintenant, comme tu dis, quelle est l'autre solution pour passer une loi avec moins de 60 votes? C'est comme tu dis, ce fameux budget reconciliation. Et c'est la loi qui aide à passer le budget gouvernemental. Et cette loi a seulement besoin d'une simple majorité de 51. Les républicains ont utilisé le même système en 2017 pour passer la réforme Trump. Ils ont utilisé le budget reconciliation. Le problème, et j'explique un peu ce que ça veut dire, budget reconciliation, tant que la proposition fiscale crée un déficit qui n'est pas au-delà de 10 ans, et c'est pour ça qu'on pense à 10 ans, la fenêtre du budget qui regarde, c'est 10 ans. Tant que le déficit n'est pas au-delà de 10 ans après le vote, on peut passer cette loi par le budget reconciliation. Et donc, c'est important à voir les budgets quand on a discuté les slides auparavant qui montraient que les revenus fiscaux rapportaient 1,1 de trillion de dollars. Il y a quand même l'autre moitié n'est pas payée, elle crée un déficit. Mais ce déficit ne peut pas
se prolonger au-delà des 10 ans de la fenêtre du budget pour passer par ce système de budget reconciliation. Et donc, ça, c'est le vote normal. Maintenant, ce qui s'est passé, comme tu as dit, Valérie, le rescue package, il a été passé comment? Par le budget reconciliation. Donc, il a reçu 50 votes à 49, et donc, bien sûr, pas de 60. Mais ce qu'ils ont fait, les démocrates ont déjà utilisé une fois le système de budget reconciliation et ils avaient peur qu'ils n'auraient pas pu faire la même chose 2 fois. Maintenant, le 6 avril, le représentant parlementaire qui gouverne les lois du Sénat et de la Chambre de Congrès est sorti avec une annonce qui dit que oui, le budget peut être révisé dans la même année, ce qui donne les démocrates une autre chance à passer un budget reconciliation package. C'est une très bonne nouvelle pour Biden et les démocrates parce que maintenant, ça veut dire qu'ils ont la possibilité de passer cette loi avant le 30 septembre, avant que l'année budgétaire se ferme, de passer cette loi fiscale utilisant ce fameux budget reconciliation. Donc, tout ça pour dire, d'abord, ça c'est très rapidement le système politique américain, c'est pour dire que oui, les démocrates ont un chemin. Tant que tous les démocrates, les sénateurs votent oui, ils ont un chemin pour passer cette réforme fiscale. Et je pense que c'est pour cela que le public est en général assez confortable pour penser oui, en fin de compte, ils vont réussir à passer cette loi. Mm-hmm. Alors, si on se projette dans la perspective où effectivement il y aurait une loi fiscale votée en 2021, est-ce que c'est possible que les taux, par exemple, ces augmentations de taux soient effectives d'ores et déjà en 2021? Je pense que c'est une question que beaucoup se posent. Oui, c'est une question et j'ai vu qu'on avait une de ces questions dans le chat. Donc, merci pour la question. Donc, le public américain, le marché américain et la politique américaine en général n'aiment pas les taux rétroactifs pour beaucoup de raisons assez logiques. D'abord, administrativement, c'est difficile à rétroactivement changer les taux. Disons, si on passe la loi en 2021, changer les taux dès le 1er janvier, ça devait être très compliqué. Donc, d'une manière administrative, ce n'est pas facile. Et surtout au niveau de Wall Street, au niveau du marché, il va falloir changer toutes les projections de earnings per share. Donc, ce n'est pas vraiment bien reçu. La seule réforme majeure qui a vu une augmentation de taux rétroactifs, c'était en 1993. À part ça, les changements sont toujours perspectifs. Donc, je pense, à mon avis, et ce que j'entends, c'est que entre le fait que le public n'aime pas les changements rétroactifs et le fait que, à mon avis, la loi ne va pas passer avant août, septembre, peut-être octobre, on sera beaucoup plus proche de 2022 et les changements de taux sur les sociétés, à mon avis, ça ne sera pas avant le 1er janvier 2022. L'autre chose que je pense qu'ils vont corriger cette fois-ci, si vous vous souvenez, pendant la réforme de Trump, ils ont changé le taux effectif pour les sociétés à partir du 1er janvier, mais pas pour les exercices qui commencent le 1er janvier. Est-ce que ça a créé un peu de confusion et surtout des taux mélangés entre le 35% et le 21% pour les sociétés qui ont un exercice qui est non calendrier. Donc, je pense que ça va aussi changer et que quoi qu'il y ait la date, à mon avis, ce sera le 1er janvier 2022, ce sera pour les exercices qui commencent après cette date. Donc, encore ça, c'est mon avis, mais c'est ce que j'entends. D'accord. Donc, en conclusion, Georges, qu'est-ce que tu recommanderais? Est-ce qu'il est urgent d'attendre que les propositions soient finales? Est-ce qu'il y a des choses que les entreprises, finalement, devraient regarder d'ores et déjà là, pour 2021 et en anticipant probablement ces mesures de 2022? Oui, donc la réponse est oui, il y a des choses à faire. Je dirais faire du planning très détaillé, à mon avis, c'est un peu trop tôt. On attend et il y a beaucoup de changements qui vont se passer. Mais ce qu'on peut faire pour l'instant, les sociétés peuvent regarder à du planning, j'appelle ça du safe planning, donc le planning qui est assez
assez, disons, pas trop permanent, de regarder aux déductions qui peuvent être différées dans les années où le taux va être plus élevé et de regarder aux revenus qui peuvent être accélérés cette année à un taux plus bas. La manière d'effectuer ce planning, il y a des changements de méthode fiscale. Je ne recommande pas de le faire tout de suite, ces changements de méthode, parce que dès qu'on change une méthode, cette méthode doit rester pour 5 ans. En revanche, il y a des élections qui peuvent être, qui peuvent être effectuées même sur l'alias de 2020 d'ailleurs, si elle n'a pas encore été déposée, parce que les sociétés, la plupart de mes clients ont demandé une rallonge jusqu'au 15 octobre. On peut choisir de ne pas prendre l'amortissement immédiat des actifs, le bonus depreciation. On peut choisir de capitaliser certains coûts de R&D pour l'année. Et ça, c'est des élections qui se font an par an, année par année. Donc, ce n'est pas permanent. Et le pire qui se passe, c'est que, je ne sais pas ce qui se passe, la loi ne passe pas, le taux reste le même. Enfin, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a en fait différé des déductions au même taux. Et grâce au fait que les taux d'intérêt sont tellement bas, le time value of money ne coûte pas trop cher. En revanche, les gains peuvent être assez importants à cause de cette, potentiellement cette permanence du taux qui va de 21 à 28%. Dès que la loi passe, ensuite, là, il y a beaucoup plus de planning à faire. Et là, on peut vraiment faire des changements de méthode qui peuvent rester pour 5 ans parce qu'au moins, on a le confort de savoir que la loi a passé. On a vraiment, et là, on aura plus de détails sur les dates, etc. On peut faire plus de planning sur ce fameux shield ou BEAT. On verra ce que ça donne. Mais pour l'instant, au moins prendre ces mesures assez simples, c'est encouragé. D'accord. Bon, c'est des conseils très utiles. Donc, voilà à peu près ce qu'on voulait couvrir aujourd'hui. Ça nous amène aux questions-réponses. Emmanuel, je ne sais pas si on a des choses dans le chat ou on ne t'entend pas. Moi, je vois des questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou à lever la main. On avait une question qui concernait le caractère rétroactif. Mais on lui a Oui, déjà, j'ai répondu ça. déjà répondu tout à l'heure. Et j'avais une question par ailleurs par email sur la question des filiales qui a été abordée aussi sur les sociétés américaines filiales d'une société française. Est-ce que là, il faut anticiper beaucoup de changements en fonction de ce que vous avez dit? Oui, donc il y a 2 changements importants à voir. Et j'imagine que cette filiale n'a pas elle-même de filiale étrangère. Donc, j'imagine que c'est une filiale. On a une société mère française avec une filiale américaine. Donc, les 2 changements les plus importants, c'est la hausse du taux, cette augmentation. Et 2, c'est le changement que j'ai expliqué avant, ce système du BEAT tax qui va potentiellement disparaître et va être remplacé par ce shield. Donc, si la personne qui a demandé la question, c'est une société qui a des revenus moins de 500 millions de dollars par an, le BEAT ne s'appliquait pas de toute façon, donc ce changement ne va pas avoir trop d'impact. En revanche, si c'était une plus grande société, oui, il faut faire attention à ce changement de règle entre le BEAT et le shield. Pour moi, c'est ça les deux changements les plus importants au niveau de inbound, des sociétés étrangères qui ont des filiales ici. Sinon, pour élaborer un peu sur ce que vous avez dit il y a quelques secondes, le climat politique et ce qu'on peut prévoir de ce qui va se passer font que la position prudente à adopter aujourd'hui, c'est plutôt celle d'accélérer les revenus et de ne pas donc déférer aux années suivantes et de déférer les expenses, pardon, les dépenses autant que possible. Oui. Quand c'est possible aux années suivantes, le risque là est, d'après vous, quasi inexistant? Ben, c'est un risque très minimal. Le seul risque, en fait, c'est ce qu'on appelle le time value of money. Right? C'est la valeur de l'argent, de ne pas prendre la déduction aujourd'hui, mais la prendre demain. Si c'est à 21%, les taux d'intérêt sont tellement bas aujourd'hui que ça vaut la peine de prendre ce risque. C'est pas comme si En revanche, le gain potentiel est énorme parce que si on parle des déductions qui ont une différence permanente de 7%,
Et je vois une personne qui a demandé de ne pas prendre bonus depreciation. C'est exactement ce que j'ai dit. Des choses simples comme différer des déductions. Et ce n'est même pas une élection qui ne peut pas être changée. Ça, c'est année par année, actif par actif. Donc, les sociétés peuvent vraiment choisir comment faire ce planning qui est ultra simple et comme tu dis, Emmanuel, avec vraiment très peu de risques. Et est-ce qu'on peut imaginer, du coup, c'est lire un peu dans le mar de café, mais que d'un point de vue macroéconomique, ces anticipations, l'accumulation de ces anticipations fasse que finalement, il y ait plutôt des bonnes surprises budgétaires dans les mois qui viennent pour le budget public américain. Le déficit qui, de toute façon, va être énorme, hein, mais Ben, on verra. À mon avis, je vais dire, Emmanuel, j'étais dans la minorité il y a 4 ans et j'étais un des seuls qui disait que la réforme de Trump allait passer. Je suis un peu dans la minorité cette fois-ci où je ne suis pas prêt à dire que tout ça, ça va passer certainement très facilement. Euh, oui, je pense qu'il y aura quelque chose, mais je pense que ça va tellement changer parce que chaque sénateur, et surtout les sénateurs démocrates conservateurs comme Joe Manchin de West Virginia et un sénateur d'Arizona, des sénateurs qui savent qu'ils sont ils sont dans des États républicains qui peuvent très facilement les voter et leur faire perdre leur boulot, ils ne vont pas être très rapides à voter oui. Et donc, ça va prendre du temps, à mon avis. Hein. On n'est pas encore là. Maintenant, on verra, mais on verra ce que ça donne. Moi, je ne suis pas encore prêt à dire en oui, prudent. c'est certain. Il faut dire qu'une part importante de l'optimisme pour les gens qui sont supporters de ces plans repose sur le soutien dans l'opinion publique, avec des sondages qui sont très, très favorables au plan de Biden, dans des proportions quasi historiques. Hein. Enfin, le soutien, y compris chez les républicains, du plan qui a été adopté, alors ça c'est du passé, mais qui a été adopté le mois dernier du stimulus, était très, très important dans l'opinion publique. Ce qui a aussi permis aux démocrates de rester unis parce qu'ils considéraient que c'était populaire. Le soutien, les sondages sur le plan qui est discuté en ce moment restent très élevés. C'est vrai qu'il n'y a pas eu forcément encore de discussion très forte politiquement sur la partie augmentation des impôts. On parle des dépenses, d'infrastructures, etc. Et que là, ça peut faire bouger le curseur, mais que pour l'instant, l'opinion publique reste quand même très favorable à ces plans Biden, ce qui fait que ça explique Oui. l'optimisme en tout Donc cas. deux choses là, il faut se souvenir de deux choses, Emmanuel. Hein. Un, c'est que les républicains en général n'aiment pas les sondages. Parce que si on regardait aux sondages avant les élections de Trump, et Ouais. les sondages c'est vrai, hein, les républicains sont plus, ils font pas confiance aux sondages, donc ils y répondent pas. L'autre, c'est que les sondages pour le Rescue Package, oui, ça c'est facile à dire, oui, on est content, on a dépensé 2 trillions de dollars, on n'a pas augmenté les taux. Dès qu'on parle d'une augmentation de taux, Ouais. ça devient un dialogue un peu différent. Je ne dis pas que le sondage n'est pas favorable, tu as raison, il est favorable, mais je pense qu'il est répondu par ceux qui aiment le plan et pas nécessairement par ceux qui ne l'aiment pas. Donc, on verra ce que ça donne. Hein. La confiance, en général, ma confiance dans les sondages, ces 4 dernières années, et je pense pas seulement moi, le public américain en général, que les sondages politiques sont devenus très difficiles à lire. Très bien. Juste une petite dernière pour revenir à nos questions plus techniques. Jean-Charles qui met en chat dans les conseils pour justement augmenter un peu le revenu cette année. Another easy one Ouais. is pay your 401k match after August 15. Oui, donc c'est en fait, c'est encore une méthode très simple fiscale les charges de 401k, donc les charges de pension qui ont été enregistrées euh, avant le 31 décembre 2020 peuvent être payées, tant qu'ils sont payés avant le 15 août, ils peuvent être déductés dans l'année 2020 dans l'alias de 2020. Il y a beaucoup de méthodes très simples comme ça. La seule chose que je dirais là sur le commentaire de Jean-Charles, c'est si cette méthode n'a pas été utilisée auparavant et maintenant est utilisée,
ce sera une méthode qu'il faut la suivre pendant au moins 5 ans. Donc, c'est là où je dis, il y a beaucoup de méthodes très faciles de faire ces choses-là. Pour l'instant, moi, je choisirais les méthodes qui ne sont pas permanentes, qui peuvent être élues an par an. Dès que la réforme passe, dès qu'il y a une date où on sait que le taux va changer, à ce moment-là, il y a beaucoup plus de planning à faire. On peut faire des élections qui peuvent rester en place pendant 5 ans et ne va pas être détrimental. Parfait, ben, ça fait 1 heure qu'on se parle, que vous nous parlez. Merci beaucoup, c'était très enrichissant et très intéressant. Valérie, un petit mot de conclusion? Écoutez, je pense que Georges nous a donné quelques idées d'action pour les mois qui viennent. Bien sûr, je conseillerais de rester actif à l'écoute de ce qui va se passer à Washington et si ces réformes vont être votées. Si vous avez des questions, si vous souhaitez continuer le dialogue, bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter, Georges ou moi. Nous sommes à votre disposition et ce sera avec plaisir que nous pourrons continuer la conversation en dehors du séminaire. Donc, merci Emmanuel de nous avoir invités une nouvelle fois sur French Morning. Merci beaucoup à tous. Je vous encourage donc, si vous êtes inscrit à ce webinaire sur Zoom, vous allez recevoir un email avec à la fois le replay qui peut permettre de regarder tout ça, y compris au ralenti si vous voulez. Vous pouvez passer beaucoup de temps. Et puis surtout, vous allez recevoir la présentation PDF que Valérie et Georges vous ont montré tout au long de cette heure. Donc, vous pouvez avoir tout ça, le replay, la présentation. Restez encore une fois sur French Morning pour toutes les infos. Je vous rappelle que dans quelques temps, c'est fin mai, le 24, 25, 26 mai, un événement consacré aux entreprises et très précisément aux entreprises qui veulent s'implanter aux États-Unis ou se développer encore plus aux États-Unis si elles y sont déjà. Ça s'appelle un business camp. On aura beaucoup d'experts. On va parler de plein de sujets, un peu de fiscalité, mais aussi énormément d'autres sujets sur ce qu'il faut savoir quand on veut s'implanter aux États-Unis. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur French Morning et vous inscrire dès maintenant. C'est inscription obligatoire. Je vous encourage à regarder ce programme alléchant. Merci encore à tous les deux, Valérie et Georges. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et à très, très vite sur French Morning. Merci beaucoup. Merci.